Bonsoir Vincent Duluc, président de l'UJSF, l'Union des journalistes de sport en France. C'est une grande année pour le sport français, donc c'est une grande année pour la presse française. Vous pouvez nous expliquer un peu ce qu'est l'UJSF et quels sont les enjeux de cette année 2024 ? L'UJSF, c'est l'Union nationale des journalistes de sport en France. Ça a longtemps été l'Union syndicale. Cette lettre a disparu, mais l'esprit est resté. Ce sont les grands anciens, notamment Jacques Marchand, qui avait fondé cette union dans les années 50. Le but, c'est de défendre les intérêts des journalistes, leurs conditions de travail, de réguler la présence des journalistes dans les tribunes de presse, de travailler sur les conditions on travaille sur la proximité avec les clubs, avec les joueurs, on travaille avec les institutions. En fait, un soir de match, on s'occupe de qui rentre en tribune de presse, de qui descend en zone mixte, de comment on travaille avec le club et dans les interviews. Et voilà, donc on protège à la fois les intérêts de la profession et les intérêts des journalistes eux-mêmes. Donc voilà, c'est cet enjeu-là est évidemment de plus en plus difficile à maintenir dans cette époque moderne où il y a une confusion entre la communication et l'information, où il y a de plus en plus de non-journalistes qui veulent accéder au stade, où les voix se confondent à tel point que parfois un youtubeur estime qu'il doit rentrer en tribune de presse. Voilà, tout ça est compliqué. Avec l'UJSF, on peut parler presque d'une exception française, puisque dans d'autres pays, ce sont les organisateurs d'événements sportifs, les ligues professionnelles, les clubs, qui eux-mêmes sélectionnent et donnent les accréditations. Il y a des pays, effectivement, où les unions des journalistes sont parfois puissantes. Je veux dire, en Angleterre, il y a une union des écrivains du foot. Enfin, qu'ils appellent ça football writers, c'est des trucs qui peut être assez puissante et quand même et défendre un peu les intérêts des journalistes. Mais on est effectivement le seul pays où par la loi, les espaces de presse dans les stades sont protégés et sont gérés par les journalistes eux-mêmes et pas par les clubs. Ce qui nous protège de l'ingérence des clubs, ce qui nous a protégé historiquement de la volonté de quelques présidents de clubs de vouloir choisir qui pouvait rentrer, qui ne pouvait pas rentrer, qui pouvait écrire sur eux et qui peut pas écrire sur eux. Donc c'est quand même une garantie démocratique. Alors, cette défense de la liberté de la presse, parce qu'on sait aussi que même pour le sport, les journalistes sont souvent pris à partie par les organisateurs, les présidents, voire les joueurs. Ça concerne évidemment le sport professionnel, mais pas que. On descend il y a des syndics de presse dans pratiquement toutes les régions. Absolument. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Union est complètement bénévole. C'est des journalistes qui viennent de passer de leur temps pour la cause commune. Et effectivement, le principe, c'est que dans chaque grand club professionnel et dans la plupart des sports professionnels, il y a ce qu'on appelle un syndic, c'est-à-dire quelqu'un du JSF qui gère les relations avec le club et qui gère la manière dont on peut travailler sur le club en question et gère la tribune de presse elle-même. Et parfois, ça existe aussi dans les clubs amateurs. Alors en général, ça se passe très bien. C'est réglé en général par convention avec les ligues professionnelles, avec les fédérations. Puis parfois ça se passe mal, parfois il faut aller en justice pour défendre un intérêt. Enfin voilà, tout ce qui fait le rapport habituel entre la presse et les acteurs de la vie en général. Le football, le rugby, le tennis sont les sports les plus médiatisés, mais on est dans une année olympique. Il y a les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques cet été. L'UJSF a tenu un rôle et tiendra un rôle pour accueillir la presse française. Oui, absolument. On est complètement impliqué dans la présence française aux Jeux Olympiques. On a travaillé avec le Comité national olympique français sur les accréditations de la presse écrite et des photographes. Alors tout ce qui concernait la radio et la télé était géré directement par le CIO. Mais nous, on a travaillé sur les 279 accréditations générales qui ont été attribuées aux médias français. Donc on a fait le tri entre les rédactions, sachant qu'évidemment il y a des rédactions qui ont été très bien servies parce qu'elles sont historiquement proches du sport ou nationalement importantes. Et là, sur les Jeux, par exemple, c'est clairement l'Équipe, Le Parisien, Le Monde, Le Figaro, Libération, qui ont été Ouest France aussi, qui est le journal le plus lu pendant l'été, largement, qui ont été les mieux servis. Mais on a aussi fait en sorte que la diversité de la presse en général soit représentée. On a fait de la place pour la presse régionale, pour la presse départementale, pour les hebdos d'information générale, pour quelques niches aussi, parce qu'il y avait aussi des accréditations qui étaient possibles sur certains sports.
Donc oui, on a vraiment fait ça en concertation avec le comité olympique, et c'est vraiment, et je trouve que c'est bien que le mouvement olympique ne décide pas seul de son côté. Nous, ça nous permet vraiment pas de récompenser, mais de permettre à ceux qui suivent le sport toute l'année de pouvoir continuer à suivre le sport quand tout le monde veut le suivre et quand c'est plus important qu'aux autres moments. Parce que le sport en France et les sportifs en France, ils sont de tous les départements. On a commencé à parler d'eux lorsqu'ils étaient cadets dans leur journal, dans la Nièvre, dans les Landes, un peu partout. Quand ils grandissent et quand ils sont meilleurs, c'est la presse nationale qui s'en empare, c'est normal. Le fait que justement la presse écrite et les photographes gardent ce contact de proximité. On ne paye pas de droits. Alors la presse écrite ne paye pas de droits, les photographes non plus, contrairement aux radios et télévisions qui sont des détenteurs de droits. Ça encore, c'est quelque chose dont il faut pouvoir garder la pérennité, parce que ça coûte très cher de suivre le sport aujourd'hui. Absolument, il faut absolument qu'on garde ça, parce que pour les médias en question, ça représente un budget considérable. Quand on voit la difficulté qu'il y a à se loger à Paris, on voit bien que pour le moindre média, avoir 2, 3, 4 envoyés spéciaux aux Jeux Olympiques, ça veut dire loger 2, 3, 4 personnes pendant 15 jours à un moment où le monde entier veut se loger à Paris, où les Airbnb voient leur prix multiplié par 5 ou 6. Donc il faut pouvoir, il faut pouvoir préserver par la gratuité de l'accès aux compétitions au moins compenser la gratuité de l'accès aux compétitions, le prix de tout le reste. Mais surtout, c'est vraiment l'esprit du sport en France. Mais par exemple, pour les radios, il y a une loi aussi qui existe, la loi Buffet, et qui interdit de faire payer le droit à l'information pour les radios. Alors évidemment, les organisateurs, dont le CIO, contournent un peu la règle en facturant des frais techniques, mais officiellement, les radios n'ont pas à payer en France pour rapporter l'information. Voilà. Alors, l'équipe où vous travaillez, évidemment, c'est le sport à 100%, mais la presse généraliste, et notamment la presse régionale, qui est la plus importante en termes d'audience et de lecteurs, on oublie souvent que c'est là aussi le budget reportage au sport, c'est l'un des plus élevés pour les rédactions. Ah mais bien sûr, moi j'ai eu la chance de commencer au Progrès à Bourg-en-Bresse puis à Lyon. Et quand j'étais à la rédaction sportive régionale à Lyon, c'était la rubrique qui voyageait le plus. C'est-à-dire que les informations générales étaient un peu jalouses, mais ils voyageaient pas autant que nous. C'est-à-dire le sport, l'intérêt du sport et ce qui est fascinant dans le sport, c'est que c'est un feuilleton. Et l'intérêt de la presse, c'est de suivre ce feuilleton. Et l'intérêt du journaliste, c'est d'être au cœur de ce feuilleton. Et en fait, c'est ça qui est passionnant. C'est de suivre un feuilleton partout. Et là, en l'occurrence, ce feuilleton-là, oui, ça va être à Paris pendant les Jeux. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Et c'est important, en fait. Dans ces cas-là, toute la presse régionale et départementale retourne vers ses racines des champions. Moi, je me souviens, j'ai grandi à Bourg-en-Bresse et on suivait Daniel Morellon à chaque Jeux Olympiques pour le cyclisme sur piste parce qu'il était bressan. Et même s'il s'entraînait dans le sud ou alors à Paris et qu'il vivait plus jamais à Bourg, ça restait le champion bressan. Donc, il faut vraiment que ces Jeux soient les Jeux de tout le monde. Et ce qui est valable pour le territoire français en général, c'est aussi valable pour le territoire de la presse, bien sûr. C'est important aussi, on parle beaucoup de promotion du sport, c'est important aussi que dans les quotidiens, les hebdos régionaux, il y ait la possibilité d'avoir cette proximité que l'on n'a plus trop lorsque le niveau s'élève et qu'on est mis à distance des champions. Bien sûr, de toute façon, aujourd'hui, un des vrais enjeux pour la profession, c'est de maintenir ou de rétablir, selon les sports, la proximité avec les champions. On voit que c'est très difficile. Aujourd'hui, quand vous suivez le PSG... Pour un quotidien, qu'il soit national ou départemental, vous avez à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'un soir de match au Parc des Princes, vous avez accès au match. Ensuite, vous descendez à la conf de l'entraîneur. Avec un peu de chance, vous allez poser une question, mais c'est pas sûr. Et ensuite, vous allez en zone mixte, vous allez attendre une demi-heure, un seul joueur qui va passer 5 minutes. Donc effectivement, c'est compliqué. On essaie, nous, à l'UJSF, on l'a fait via des assises du foot et des médias la saison dernière, de sensibiliser les directeurs de communication des clubs et des clubs eux-mêmes. Et franchement, on y arrive. Il y a de plus en plus de choses positives. On arrive à obtenir des embargos sur les confs de presse pour que ça soit pas sur les réseaux sociaux avant qu'on puisse s'en servir. On arrive à ouvrir des entraînements dans la semaine, à faire organiser des média days parfois dans les clubs de foot. Et même le PSG, qui en général dit toujours non à tout, cette année, finalement, à chaque fois qu'ils se déplacent à l'extérieur, ils offrent un joueur en interview à un média régional. Donc voilà, on arrive à regagner un peu de terrain sur la proximité.
Mais c'est vrai que sur les jeux, cette proximité, elle est indispensable. Il faut que le journaliste, je sais pas, de la République des Pyrénées à Pau, s'il a un champion, par exemple, de canoë-kayak, oui. comme ça peut arriver, il faut qu'à la fin de la course, il puisse aller le voir, qu'il puisse aller lui parler un quart d'heure, et qui raconte à ses lecteurs comme ce qui s'est passé et qu'on voit la différence entre justement le journaliste qui s'est déplacé et le journaliste qui se déplace plus. Parce que c'est une autre problématique aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui font ça devant la télé, qui se déplacent plus, mais c'est pas de leur faute. Ce sont des victimes, pas des coupables. Il faut vraiment faire la différence. Les réseaux sociaux, alors tous les médias sont aussi sur les réseaux sociaux via leur site web ou via les propres réseaux animés par les journalistes. Est-ce que c'est de l'information en plus? Est-ce que, alors, lorsque c'est fait par un journaliste qui a une carte de presse, c'est de l'information en plus, mais est-ce que lorsque ce sont des influenceurs, vous parliez tout à l'heure, est-ce que ça dérègle un petit peu le travail et l'approche? C'est un vrai problème pour nous. Par exemple, un sort de match au PSG, on va dire que je reparle un peu beaucoup du PSG, mais ça permet de comprendre par rapport à l'importance de la marque internationale qu'est le PSG aujourd'hui. Un sort du PSG, on a un peu de mal à faire rentrer tous les photographes qui veulent travailler. Mais en revanche, le PSG a 10 photographes de club. C'est-à-dire et le PSG a en tribune de presse, a envie de faire rentrer des influenceurs, des youtubeurs, etc. Mais effectivement, on est complètement à l'opposé de l'information. Le PSG fait rentrer des gens qui vont véhiculer pour eux, enfin, une image qui les arrange, qui leur correspond, mais qui est calibrée. C'est complètement l'inverse de l'information. On est dans la communication plus que l'info. On est dans la communication, on est peut-être même parfois dans la propagande, mais en tout cas, c'est un vrai danger. Mais on peut pas nier que parfois des gens sur une chaîne YouTube puissent avoir 1 million, 2 millions de suiveurs. Et c'est important pour les clubs, c'est un enjeu pour les clubs. Simplement, ils font pas le même métier que nous. Ils font pas d'enquête, ils cherchent pas les informations, ils vérifient pas les informations. Et leur jugement est biaisé parce que si c'est le PSG qui les fait rentrer, ils vont rien écrire qui puisse les empêcher de revenir la prochaine fois. Nous, au moins, grâce à l'UJSF, et grâce à ce système-là, quand on rentre en tribune de presse, qui est une zone un peu sacralisée et préservée et neutre, dans lequel c'est pas le club qui la gère, quand on rentre dans ces espaces, on a le droit d'écrire librement ce qu'on veut sur le PSG et de revenir le coup d'après. À l'autre bout de l'histoire, il y a les sports de moindre audience. Ils n'aiment pas qu'on appelle ça les petits sports, où justement les réseaux sociaux, les athlètes dans des disciplines moins connues, et souvent des disciplines qui n'ont pas l'éclairage des JO, existent, émergent, font connaître un peu ce qu'ils ont fait via les réseaux sociaux. Comment on peut faire pour les médiatiser par les fédés, par les attachés de presse, les agences de com? C'est un vrai débat. L'UJSF, on organise cette année notre congrès national à l'INSEP, les 19 et le 20 mars. Et le 19 mars après-midi, les travaux du congrès vont être tournés autour de ça, autour des athlètes olympiques qui sont des stars dont on parle tout le temps, genre Teddy Riner, Clarisse Agbenienou, enfin voilà, Léon Marchand. Et puis ceux dont on parle une fois tous les 4 ans. Voir un peu comment nous, on traite les uns et les autres, et comment eux nous voient en retour. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique. Je pense que malheureusement, ça ne changera jamais. Il serait vain de promettre aux champions des sports de moindre audience qu'ils vont avoir une grande audience, que les Jeux Olympiques vont changer leur vie. Ça, c'est probable, mais ça ne changera pas leur médiatisation. C'est-à-dire que si quelqu'un devient champion olympique d'un sport de moindre audience, ça peut changer sa vie, mais ce sport, ça changera pas l'avenir de ce sport en fait. Malheureusement, c'est comme ça. La médiation va pas beaucoup évoluer, et ça, on n'y peut rien. Ce sont les lecteurs et les auditeurs en fait qui choisissent globalement les sports, les sports qui sont le plus médiatisés. C'est pas un choix a priori. C'est pas un choix a priori des médias, mais tout ce qu'on peut faire nous, c'est aider ces sports de moins d'audience. On le fait parfois en travaillant avec les fédérations. C'est aider à mieux s'exposer. C'est leur faire comprendre que justement, en proposant aux médias une proximité que ces médias n'ont pas avec d'autres sports, on va leur donner la possibilité de mieux raconter des histoires. Et c'est vraiment un enjeu avant les Jeux. Malheureusement, aujourd'hui, il y a un réflexe naturel. C'est les Jeux Olympiques en France. Il y a une pression énorme pour tous les athlètes français. Ouais. Et j'ai peur qu'il n'y en ait pas beaucoup qui soient disponibles jusqu'aux Jeux. Ils vont tous se replier sur eux-mêmes. Ils vont tous passer par une équipe de com qui va trier un peu les demandes. Ils vont faire le moins d'interviews possible. Et s'ils en font, ils en feront très en amont de l'événement.
Donc voilà, je pense que ça. Mais moi, je comprends la pression qu'ils vont ressentir, mais c'est vrai que ça va pas favoriser notre travail médiatique. Dernière question. Les Paralympiques sont 15 jours après les Jeux Olympiques. Il y avait eu une belle couverture en 2021 à Tokyo. Là, il va y avoir je parle pour la presse en général, il va y avoir une couverture encore plus importante parce que plus de médias français et étrangers à suivre l'événement, nationaux, régionaux. Là aussi, c'est un rendez-vous à pas rater pour la presse. Oui, c'est un rendez-vous à pas rater et on l'a bien vu dans les demandes d'accréditation qu'il y a eu pour les Jeux Olympiques, pour les Jeux Paralympiques qui arriveront après. Et la demande a été sans précédent. Il y aura un nombre de journalistes sans précédent. Alors certes, parce que c'est à Paris, mais moi je pense que là en fait c'est une culture récente, mais c'est une culture qui s'est vraiment installée. Le coup est parti. On parlera jamais moins maintenant des Jeux Paralympiques, on en parlera toujours plus. C'est-à-dire que, bien sûr, il y aura jamais une parité dans le traitement médiatique entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnalisation autour de ces performances. Alors, on sait bien que pour le grand public, c'est difficile de se reconnaître dans la forêt des catégories, oui, des sous-catégories, et que c'est très difficile d'avoir l'idée d'un absolu. Parce qu'il y a tellement de handicaps différents que, qu'on pourra jamais dire par exemple, on peut pas répondre à la question quel est l'athlète paralympique qui court le plus vite, voilà, puisqu'ils courent tous selon un handicap différent. Alors que la fascination avec le champion olympique du 100 mètres, c'est quel est l'homme le plus rapide du monde. Donc il manquera un peu d'absolu sur les Jeux paralympiques, mais il y a quand même de plus en plus de personnages qui existent et qui vont ressortir et qui vont entrer, je pense, un peu dans la mémoire collective. Pour l'instant, clairement, si on cherche les grands champions des 50 dernières années, on a du mal à mettre un champion ou une championne paralympique. On va peut-être on va quand même dire, mais n'oublions pas Amélie Le Fur, par exemple, oui, mais d'une manière générale, on aura un peu de mal, et je pense que dans 10 ou 15 ans, on aura moins de mal. Eh bien, merci beaucoup, Vincent, et bonne année 2024. À très vite.